Salut! Alors, dernière ligne droite, 3e vidéo, donc la vidéo là qui va être consacrée aux conseils divers hein, que je peux vous donner par rapport à, l'idée du PNJ. Alors, je sais pas si mes vidéos vont être, je pense que j'ai pas assez bien organisé mes vidéos, il y a des passages qui sont peut-être pas assez intéressants ou des trucs comme ça. Le truc c'est que comme j'ai tout fait d'une traite et que c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de réflexion et que j'ai eu du mal à la faire. Il est possible que je la refasse plus tard en plus propre si ça va pas. Mais bon voilà. En tout cas, là, c'est la troisième et dernière partie, ça va être la partie des conseils. Les conseils pêle-mêle que je voulais pas donner à d'autres moments ou ce genre de choses. Ça va concerner autant la création de PNJ que, gérer votre scénario, vis-à-vis des PNJ, voir interpréter vos PNJ et cetera. Il y a plusieurs aspects. 1re chose, attention à vos PNJ copains avec les PJ. Alors, j'ai fait exprès de commencer avec les PNJ copains, dans mon discours, parce que du coup ça fait un peu, «Ah putain, ça casse tout de suite». Ah oui, oui, mais c'est souvent un problème en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Les PJ, en fait, vous en avez plusieurs types. Et je veux dire par plusieurs types de PJ, j'entends, plusieurs types de joueurs de jeux de rôle. Dans le joueur du jeu de rôle, si on regarde de très très haut, vous allez avoir 2 grandes familles qui vont se démarquer. Le mec qui sait très bien qu'il est dans un jeu et que la vie de son personnage n'a pas de grande valeur et du coup va faire n'importe quoi pour rigoler. Et celui qui attache énormément d'importance à son joueur et qui va faire extrêmement attention à ce qu'il fait, au moindre mouvement qu'il opère. Alors j'exagère hein, évidemment, hein, il y a des nuances dans tout, il y a des nuances de gris hein, partout. Hein. 50. Mais en bref, avec les PNJ copains, vous allez avoir les 2 problèmes qui vont arriver en même temps. Celui qui est tête brûlée, il y a une chance sur 2 pour qu'il foute la merde à un moment. Parce que je sais pas pourquoi, mais d'expérience, vraiment, je sais pas pourquoi, hein, mais d'expérience de maître de jeu, les joueurs qui veulent foutre la merde dans leur groupe adorent défoncer les PNJ qui peuvent potentiellement les aider. C'est-à-dire qu'à la limite, si le PNJ est super gentil d'entrée de jeu, ils vont pas trop oser. Mais si le PNJ a un tant soit peu neutre, quelque chose comme ça au début, il va automatiquement se faire décalquer le PNJ. Et ça peut ruiner votre partie, vos parties si ça va trop loin. Alors évidemment, hein, les PJ doivent assumer leurs actes, donc s'ils font des conneries avec un PNJ, bah ils le payent et puis bah tant pis pour eux. Mais faut pas que ça détruise votre scénario non plus, donc attention. A l'inverse, le joueur qui fait extrêmement attention à ce qu'il fait avec son personnage, quitte à ne rien faire du tout, lui, il va avoir une réaction différente avec les PNJ copains, c'est-à-dire qu'il va tout faire pour s'entourer de PNJ. Ça va être littéralement un bouclier. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois, dans plusieurs jeux de rôle d'ailleurs. Le concept du PNJ bouclier. Alors, le PNJ bouclier, il peut être là pour ça. Hein. Il peut être là dans le récit. Hein. Genre un garde du corps, un truc. C'est pas déconnant quand il est là pour ça. C'est pas un problème. Mais il y a des gens qui vont utiliser les PNJ un maximum pour ne pas prendre de risques. Pour que leurs personnages ne prennent pas de risques. Et il faut savoir discerner en fait l'aide de l'assistana.
Même en dehors du combat, vous voyez, il y a des joueurs, ils vont faire: «Ah, vous pouvez me rendre un service? Je peux vous poser une question?» Alors ça, c'est un grand classique: «Je peux vous poser une question?» «Oui, bien sûr». 6 questions plus loin: je peux vous poser encore une question de plus, une question de plus et une question de plus?» Enfin, infernal. Ça, c'est un grand classique. En général, quand les joueurs, font des enquêtes, ils ne se rendent pas compte, ils arrivent pas à se mettre à la place du PNJ. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué ça. Ils se rendent pas compte d'à quel point ils sont relous avec leurs questions qui fusent dans tous les sens pendant 5 minutes. Et ils sont toujours assez étonnés en fait que vous interprétiez le PNJ comme étant légèrement agacé par ce qui se passe. Alors que le propre de l'enquête discrète serait de poser une question à machin, une question à truc et d'y aller doucement et d'y aller ça et là et de faire son propre avis avec la collecte d'informations lentes plutôt que de sauter sur le mec qu'on pense qu'il est le coupable et de lui poser des questions sur son alibi instantanément. Enfin, je caricature mais c'est un peu l'idée. Hein. Alors, que ça soit pour le combat comme pour les services rendus ou les objets ou quoi que ce soit, en tant que maître de jeu, il faut que vous fassiez la différence, comme je disais, entre l'aide et l'assistanat. Et il faut pas que vous ayez peur de mettre vos PNJ en opposition. Même si c'est des PNJ qui aiment bien vos PJ. Il peut y avoir plusieurs raisons. Comme je disais, trop de questions, au bout d'un moment, PNJ peut très bien justement commencer à se poser la question. C'est-à-dire, mais pourquoi vous me demandez tout ça? Je veux dire, même quelqu'un qui vous aime bien, si vous lui posez plein de questions, au bout d'un moment, il va froncer les sourcils, il va faire: «Mais pourquoi tu me poses toutes ces questions?» Je comprends pas. Enfin, ça c'est un truc, en tant que maître de jeu, on n'y pense pas forcément, mais c'est normal. C'est naturel en fait. Quand on vous a posé 5 questions de suite sur un sujet particulier, forcément, ça, même si c'est quelqu'un avec qui vous entendez bien, vous allez tiquer et vous allez pas forcément être super réceptif au niveau des réponses au bout d'un moment, quoi. Vous allez vous fermer. Alors, ce qui est très drôle, c'est que même quand vous faites ça, il y a des PJ du coup qui se font: «Ah ah, hein, il me répond pas complètement. Je pense qu'il y a un truc derrière», alors qu'en fait c'est juste que le PNJ il est saoulé, mais bref. Il y a des indécrottables. Hein. Derrière, vous avez une autre possibilité, c'est que votre PNJ, il a des activités. Alors justement, j'y reviendrai dans mes conseils, ce que je vais faire après, mais il a des activités. Il a peut-être autre chose à faire. Ah, vous pouvez m'aider à faire machin et tout ça? Ah bah non, j'ai mon seigneur qui m'a demandé de faire ça. Je suis désolé, je peux pas couper. Ou alors, ah non, mais j'ai prévu déjà d'aller faire des emplettes. Je peux pas partir en aventure parce que j'ai pas ce qu'il me faut. J'ai une femme et des gosses, je peux pas vous aider. Enfin, des tas de trucs. Faut pas oublier que le PNJ il a une vie aussi. Il va pas mettre sa vie de côté. Il est possible que le PNJ mette sa vie de côté et qu'il mette sa vie en jeu pour le PJ, mais c'est quelque chose de tellement fort, il faut qu'il se passe quelque chose de gravissime. Sinon non, honnêtement, non, le PNJ il va aider jusqu'à un certain point, mais il va pas aller au-delà. Il va pas forcément suivre les PJ jusqu'à la mort, il va pas leur filer que 500 balles, il va pas... il a une vie, donc... N'hésitez pas, en tant que maître de jeu aussi, de faire en sorte, si vous trouvez que votre PJ va trop loin, de lui faire remarquer par le dialogue du PNJ que le PNJ a une vie et qu'il a autre chose à faire que de l'aider sans arrêt. Le PNJ aussi n'est ni omniscient ni omnipotent. En tant que maître de jeu, il faut que vous ayez conscience, entre guillemets, de ce que c'est votre PNJ sur les événements ou les choses. Et conclusion de ça, le PNJ peut très bien ne pas savoir quoi répondre. Alors ça, c'est assez marrant. Parce que, des fois, pour être sûr de ne pas faire une connerie, vos joueurs vont demander absolument à tous les PNJ, un ou plusieurs, ou ils vont demander au PNJ: qu'est-ce que vous pensez de ça?
Surtout dans les jeux d'enquête ou les situations un peu alambiquées en termes d'honneur ou enfin tout ce genre de choses. Votre PNJ, vous pouvez très bien dire que votre PNJ il sait pas. Vous avez un vous avez un dilemme. Vous avez quelque chose avec qui a pas nécessairement de réponse simple. Votre PNJ il peut très bien dire écoute, j'en sais rien, les deux me paraissent valables. À la limite, ce que vous pouvez faire du coup, pour essayer d'inciter le joueur à prendre ses décisions et à prendre ses actions pour faire vivre la vie de son personnage, c'est de refaire un résumé. Quand c'est un dilemme, faire un résumé style, bah écoute je sais pas parce que c'est vrai que si on fait A, bah ça va bien se passer pour truc, mais il y a bidule qui sera pas content, tandis que si on fait B c'est plutôt bidule et je ne sais pas trop lequel des deux je voudrais avantager. En faisant, c'est un peu comme un psychologue qui parle avec un de ses patients en posant la question en fait vous incitez votre joueur à réfléchir à la question et des fois il va y avoir un déclic, le PJ en fait il va se dire ouais je vais plutôt faire ça parce qu'il y aura repensé parce qu'il est ressorti de son blocage parce qu'en fait quand vous avez si vous avez une situation de dilemme et que le PJ demande au PNJ, il est arrivé à une situation de blocage en fait. Alors deux choses une derrière, soit il va se débloquer de lui-même derrière après l'avis du PNJ, juste je voulais être sûr de ton avis par exemple, quelque chose comme ça. Soit au contraire il va rester complètement bloqué tant qu'il n'aura pas une réponse de personnage non joueur dont il est à peu près sûr de confiance, donc blablabla. Le problème c'est que si c'est très difficile si vous aiguillez avec votre PNJ dans le mauvais sens votre joueur, il faut vraiment que vous ayez conscience que vous êtes parti du principe que votre PNJ se plante. Parce que si votre PJ hésite entre une bonne et une mauvaise solution, et que vous dites avec votre PNJ ah bah la mauvaise solution elle est très bien, il va grave vous en vouloir si vous le faites. Donc si vous le faites, il faut vraiment que votre PNJ ait toutes les raisons du monde de penser que la mauvaise réponse est la bonne. Vraiment tout le temps. Parce que vous allez devoir vous justifier. C'est assez clair. Donc voilà. Donc attention à ça. Différence entre aide et assistana. Ne pas oublier que les PNJ ont une vie ou ce genre de choses. D'ailleurs du coup j'en viens à là. Un autre conseil. Votre PNJ, il a une vie. Et justement, si vous avez du mal à créer votre personnage, il y a un truc que j'aime bien, moi, c'est d'imaginer sa journée. Alors, conseil de cours, très bête. Imaginez la journée de votre PNJ. Qu'est-ce qu'il fait, votre PNJ? Alors, un PNJ, par exemple, qui est un espion chez un seigneur local. Qu'est-ce qu'il fait le matin? Il se lève, il va prendre un petit déjeuner comme tout le monde. A priori, il est en espion sous couverture. Donc, il va pas spécialement faire de vagues. Peut-être faire un peu de sport, un truc comme ça. Il va chercher des infos par-ci par-là en discutant avec les serviteurs. Il y a ce petit moment clé dans la journée où il est seul. C'est là où il arrive à récupérer le plus d'infos, c'est qu'il est seul et il va voir l'écuyer avec qui il parle bien. Puis bon, le soir, s'il a ses infos au niveau de l'écuyer, le soir, une fois qu'il a envoyé les informations à son supérieur ou un truc comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller boire un coup à la taverne parce que c'est vrai qu'il aime bien boire. Et ça va être comme ça jusqu'au jour où il aura accompli sa mission, auquel cas il disparaîtra. Peut-être en assassinant le seigneur en question. Donc voilà. En imaginant sa journée à cet espion, on lui a... que j'ai imaginé un peu à la volée. Alors il a une légère addiction à l'alcool. Il aime bien discuter. C'est sa méthode préférée pour récupérer des informations. Donc il discute un peu avec tout le monde. Il est plutôt sournois socialement parce qu'il est capable de se lier d'amitié pour des intérêts personnels, donc d'où l'amitié avec l'écuyer.
Sinon il a une vie classique, donc ça veut dire qu'il planque plutôt bien sa vie, il cherche pas à être bizarre, il cherche à se fondre un peu dans le moule, il prend son petit déj, il fait du sport, fait du sport, ça veut dire qu'il est peut-être un petit peu athlétique. Parce que ne jamais oublier, hein, heu, même dans les mondes de fantasy, les muscles ils apparaissent pas par magie, hein. Donc par pitié, les PJ ils le font pas assez, je trouve, hein, personnellement. Mais par pitié, en tant que maître de jeu, si vous avez des PNJ qui sont baraques ou des trucs comme ça, entraînez-les. Prévoyez justement dans leur journée des moments où ils se battent, ou qui soulèvent des pierres, ou qui font des haltères, ou de la course. Enfin, je sais pas, un truc quoi. Faites un truc. Le mage, il lit des livres pour apprendre des sorts. Le guerrier, il court. Le guerrier, il soulève. Le guerrier, il s'entraîne sur un mannequin avec son épée. Pensez à ces détails-là. Pour la crédibilité de votre monde, c'est super important. Le mec, il va pas garder les biscottos de Conan comme ça parce que c'est magique, quoi. Et bah finalement, vous voyez, avec notre espion, on n'a plus qu'à lui trouver un nom limite et faire sa fiche. On a ce qu'il faut, hein. Il suffit qu'on ait un template espion en plus, et puis voilà, hein, le perso il est terminé, hein. Ça a été plutôt rapide. Et vous pouvez imaginer en imaginant la journée du PNJ, alors 2 éléments. Déjà, un, comme vous voyez, vous pouvez le créer très rapidement si ça vous avez un peu d'imagination et d'envie. Et 2, en plus, en jeu, vous allez peut-être du coup savoir où il est quand le PJ va le chercher. Alors, je vous dis pas de le mettre dans les notes ou dans la description dans le tableau des PNJ parce que là, ça fait beaucoup trop. Mais vous allez peut-être vous en souvenir. Et quand il va parler à l'écuyer, comme on a dit, c'est après tout ça, c'est après les serviteurs, c'est après le sport, c'est après avoir mangé un peu, c'est après... Donc on peut imaginer qu'il discute avec l'écuyer en début d'après-midi. Donc si le PJ cherche l'espion en question en début d'après-midi, vous pouvez voir un serviteur qui lui dit ah bah il est en train de discuter avec l'écuyer. Il est, comme d'habitude, il est en train de s'occuper des chevaux avec l'écuyer, enfin, vous voyez, des trucs comme ça? Moi, c'est quelque chose que je fais systématiquement, moi. Mes PNJ, en général, je sais quelle journée ils ont. Une journée classique, hein, bien sûr, hein, et ça permet de les placer dans le décor. C'est pas si important que ça quand les PNJ sont en mode voyage et qu'ils se déplacent beaucoup. Par contre, si vous mettez vos personnages joueurs dans un lieu où ils vont rester un long temps, c'est au contraire super important. C'est super important de savoir à quel moment de la journée tel a plutôt l'habitude d'être ci ou ça, parce que en plus vous allez leur instaurer des habitudes. Par exemple, le samouraï Bushi va aller au dojo tous les matins. Bah, le jour où il est pas là, ça peut paraître bizarre. Tiens, il est pas là lui? Comment ça se fait? D'habitude il est toujours là. Voilà. Donc ça c'est important. Alors là, j'en viens encore à autre chose. Ça participe un peu avec la journée, parce que là, la journée, même si, comme je vous l'ai démontré, rien qu'avec peu de phrases, on peut créer beaucoup d'événements, enfin, on peut broder beaucoup autour de simples phrases. Vous pouvez quand même avoir du mal à prévoir la journée et le métier d'un PNJ ou ce genre de choses. Alors, vous pouvez aussi avoir du mal à trouver un caractère à ce PNJ également. Ça peut être un autre problème. Vous avez le métier, vous avez le truc, vous n'avez pas de caractère. Dans les deux cas, il y a une chose que je fais moi, par contre je sais qu'il y a plein de maîtres de jeu qui le font pas. Voilà, bon, moi c'est comme je vous disais, je vous donne que mon avis, hein, perso, hein, donc je vous dis ce que je fais, après vous en faites ce que vous voulez, hein, mais... moi je les interprète hors partie, les PNJ. C'est-à-dire qu'il y a des moments, quand je prépare mes parties, où je me fais des dialogues entre deux PNJ, ou alors je fais des tirades d'un PNJ comme ça, à la volée.
Je lui trouve un ton de voix correspond à son caractère, son sexe, etc. Je lui trouve une façon de parler, un vocabulaire utilisé, une interprétation globale, une gestuelle. Parce que même si vous jouez en ligne, je vous assure que la gestuelle c'est super important. Ça s'entend dans votre voix. C'est comme on dit souvent, quand il est au téléphone, il sourit, ça s'entend. Et c'est super important. Et oui, ça s'entend. Donc il faut surtout pas déconner avec ça. Vous allez vous c'est ouais, c'est important que vous fassiez vous fassiez un focus là-dessus et vous pouvez vous contenter de peut-être d'écrire deux trois notes ou simplement d'imaginer pour le jour J une interprétation. Mais moi personnellement, j'interprète carrément hors partie. C'est, ça m'aide beaucoup en fait pour exprimer en fait mes personnages de la façon dont je désire. Voilà. Ça permet aussi de s'entraîner tout court au mastering, hein, au dialogue avec les PNJ, tout ça. Alors, du coup, avec les PNJ, alors, comme je disais, les PNJ, ils ont des fonctions. N'hésitez pas à corriger le tir d'ailleurs, si les PJ interprètent mal un PNJ ou un truc. Interprète mal, je veux dire, dans le sens où il trouve que il est pas sympa, ou alors que en fait bon, il l'est il l'est, hein, ou un truc comme ça. Il est censé être une aide pour les joueurs et puis au final les joueurs le plantent et tout ça. Il faut que vous fassiez la part des choses entre les moments où vous allez entre guillemets punir vos PJ d'avoir fait la connerie de s'être fâché avec tel perso ou tel perso, et les fois où vous allez corriger le tir d'une façon ou d'une autre. Tout ça, c'est toujours dans l'idée de ne pas planter votre scénario complètement non plus. Dernier détail dont je voulais parler en conseil de base, c'est au niveau justement de quand vous créez des PNJ, c'est la présence des PNJ surpuissants. Comme je disais, il y a des défis de joueurs. Quand vous allez prévoir vos défis, il y a des défis qui vont être injouables. Et vous allez vous dire, c'est pas possible. Ils peuvent pas battre machin ou un truc comme ça. Donc vous allez lui mettre des caractères très hauts ou des trucs comme ça. Faire attention aux PNJ surpuissants. C'est à utiliser, parce que c'est important. Dans votre monde, vous avez des PNJ surpuissants. Vos PJ, si vous faites une longue campagne, un jour, ils deviendront surpuissants. C'est le propre de la campagne. Qu'un jour, ils le seront. Il suffit de jouer. Mais même si c'est important qu'il faut qu'il soit là pour la cohérence du monde, il ne faut pas qu'il soit un frein à vos joueurs. Déjà, comme je le disais, il faut pas que les PNJ deviennent les héros de l'histoire. C'est très important. Donc du coup, il faut pas qu'ils soient surpuissants. Ou alors qu'ils sont surpuissants mais qu'ils ont autre chose à foutre que le scénario. Si c'est un méchant, vous pouvez pas le mettre en antagoniste, ou alors comme une entité qui sera combattue bien plus tard. Donc il vous faut un sbire qui soit atteignable par les PJ. Vous pouvez avoir, ce que ça peut arriver, moi ça m'est arrivé une fois, de créer un méchant et en fait qu'il soit trop fort pour les PJ. Eh bien, c'est pas évident de se retourner dans ces situations-là. Mais là, il faut vraiment partir. Alors là, je vous renvoie à d'autres scénarios de jeux de rôle qui fonctionnent comme ça, notamment dans Ravenloft ou des trucs comme ça. Alors, Ravenloft, ils aiment bien les méchants surpuissants.
ce qu'il faut vous dire, c'est que un méchant, ça a des défauts, comme les gentils. Il y a des défauts classiques chez les méchants. Dans les défauts classiques chez les méchants, il y a un truc majeur, c'est... Enfin, il y a deux trucs majeurs, c'est la sous-estimation et l'ego. Le méchant peut très bien, après avoir botté le cul des joueurs, se dire ils sont insignifiants, je m'en occupe même pas. Et en fait, vous pouvez sauver vos joueurs littéralement à un coup d'un truc à la con comme ça. Ils sont insignifiants. Alors évidemment, ça marche pas si c'est un monstre bestial et qui ne cherche qu'à manger ou des trucs comme ça. Et évidemment, il y a des situations où ça ne peut pas coller, hein. Mais ça peut être une solution pour faire une petite pirouette. Autre chose, si vous n'êtes pas en situation directe de combat ou un truc comme ça, qu'il est surpuissant et que vous dites mon Dieu, mais mes PNJ, mes PJ, ils y arriveront jamais. Prévoyez un gros point faible et essayez d'orienter vos PJ dessus. Donnez-leur un moyen de le battre. Si vous avez malencontreusement glissé et que vous vous êtes rendu compte qu'il est beaucoup trop injouable, que ça soit en termes de carac comme en termes de situation, hein, de position ou un truc comme ça, trouvez un point faible à donner ou un truc comme ça. Laissez le PJ gratter aussi. Vous pouvez peut-être lui filer une info intéressante qui pourra l'aider ou un truc comme ça. Le but du jeu, en fait, c'est que le PNJ surpuissant, il ne faut pas qu'il détruise votre partie. Parce que s'il est pote et qu'il fait tout à la place des PJ, s'il est trop présent et qu'il devient littéralement le héros de l'histoire, aussi il est imbutable et qu'il n'y a rien à faire, dans les 3 cas en fait, vous allez avoir des joueurs déçus par l'histoire qu'on leur propose. Et vous voulez pas ça. Donc faites attention quand vous créez vos PNJ. Effectivement, des PNJ surpuissants, il en faut toujours. Mais faites attention à la place qu'ils ont dans votre écrit, dans votre scénario. Voilà, voilà. Et pensez, dernier petit détail aussi, que les PNJ ont également un instinct de survie. Un peu comme les PJ qui cherchent à tout prix à avoir des PNJ boucliers. Pareil. Les PNJ aussi, ils ont un instinct de survie, donc ils ont peur de la mort aussi. Donc parfois, ça peut grandement influencer leur comportement. Ça, c'était un petit bonus que j'avais pas prévu, qui m'est venu comme ça. Vous pouvez même vous demander ce qu'il pense de tout ça, de la vie et de la mort, votre PNJ. Ça peut vous aider pour sa personnalité. Son éducation aussi, comment il a vécu jeune. Ça peut être intéressant aussi de se poser la question. Ça peut vous aider pour l'interprétation derrière. Enfin bref, je commence à divaguer. Et il est 5h du matin. Donc, je vois que ma 3e vidéo fait une demi-heure, donc on va s'arrêter là. Alors comme je disais, je ne suis pas sûr que ces vidéos sont bonnes, parce que j'ai vraiment une discussion ouverte et peut-être qu'elles ne le sont pas. Il y a sans doute des infos, mais il y a sans doute des passages qui sont très longs et très chiants. Donc il est possible que je refasse ces vidéos-là plus tard, mais bon voilà, vous avez un avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en com ou via Discord, pour ceux qui me connaissent et qui me trouvent joignable sur Discord. J'ai un Twitter aussi, Sadalika. SADA2ALICA. Donc Twitter, Discord, en commentaire YouTube là, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie d'avoir un avis d'un maître de jeu de 20 ans, enfin
Ça fait 20 ans que je suis que je suis maître de jeu, donc à défaut de vous donner la bonne solution, moi je vous dirais ce que je pense être la bonne. Ou au moins un conseil. Donc n'hésitez pas, hein, et dites-moi si ça vous a plu, puis bah, je vous dis à bientôt. Allez, salut. Il est là le bouton. Le bouton pour couper la vidéo. Je le trouvais pas.